Sous les voûtes sacrées de la vénérable église Notre-Dame de l'Assomption, au niveau de la 12e travée, le temps paraît avoir mystérieusement suspendu son vol. À des années-lumière du tumulte médiatique et de la frénésie du monde extérieur, le silence qui règne en ces lieux est empreint d'une sérénité absolue et majestueuse. Installé au tout premier rang, enveloppé par les effluves entêtants et dorés des mimosas qui décornent le cœur, deux hommes se tiennent assis côte à côte. D'un côté, Bernard Dormal, le fidèle compagnon des dernières années, et de l'autre, Nicolas Charrier, le fils unique. Il se dégage quelque chose de profondément bouleversant à les voir ainsi réunis par le destin. Bernard, le visage ravagé par la fatigue accumulée lors des longues veilles d'agonie, garde les yeux baissés, semblant perdu dans le labyrinthe de ses prières silencieuses. Nicolas, quant à lui, affiche une dignité silencieuse et stoïque, le regard posé avec une douceur infinie sur le cercueil de bois clair qui renferme tant de souvenirs. En réalité, ces deux hommes ne se connaissent que très peu. La vie, avec ses hasards cruels et ses distances infranchissables, les a maintenus éloignés l'un de l'autre pendant des décennies. Pourtant, en cet instant sacré et hors du temps, ils partagent le même banc de bois, unis indissolublement par le souvenir brûlant de la même femme légendaire. Aucune tension visible ne transparaît entre eux, il ne reste que le recueillement partagé de deux âmes blessées accompagnant un être cher vers son ultime voyage. C'est une image d'une simplicité biblique, mais qui raconte bien mieux que 1000 discours officiels la puissance du lien invisible qui les rassemble aujourd'hui. Entre le mari éploré et le fils distant, le silence devient un langage en soi, une communication qui se passe de mots. Ce silence n'est fait ni de reproches amers ni de regrets tardifs, mais d'une pudeur immense. Bernard porte en lui les souvenirs déchirants des derniers jours, ces instants fragiles où la vie s'efface doucement. Il demeure le gardien exclusif de la mémoire immédiate de Brigitte, dépositaire de ses derniers sourires vacillants et de ses ultimes larmes. Il est le seul à savoir ce que fut réellement la fin du chemin à la Madrague dans l'intimité close de cette chambre face à la mer scellée à jamais le 28 décembre dernier. Juste à ses côtés, Nicolas incarne une toute autre histoire, une saga plus ancienne, plus lointaine, remontant aux origines du mythe. Il porte la mémoire des débuts, celle de l'enfant qui a dû grandir loin des projecteurs aveuglants, construisant sa vie en Norvège à l'abri de la légende maternelle. Sa présence ici résonne comme une quête silencieuse et poignante. Il est venu chercher un apaisement, une forme de paix intérieure. Il cherche peut-être une réponse ou simplement à sentir une dernière fois la présence vibrante de celle qui lui a donné le jour. Il attend là, sans rien exiger, espérant peut-être secrètement un signe. Un regard, quelque chose qui pourrait combler ne serait-ce qu'un instant les années d'absence. L'atmosphère est chargée de cette attente électrique, de cette envie viscérale de comprendre et de pardonner alors que les chants liturgiques s'élèvent doucement vers la voûte de pierre. C'est précisément alors que se produit un moment d'une grâce infinie presque irréelle, un instant suspendu dans l'éternité que personne n'avait osé espérer dans cette ambiance de recueillement millimétré. Alors que le prêtre s'apprête solennellement à lire l'Évangile et que les notes de l'orgue retombent en une plainte sourde, Bernard Dormal semble soudain s'arracher à sa torpeur. Ce n'est pas un mouvement brusque dicté par une impulsion nerveuse ou un réflexe incontrôlé. Non, c'est un geste lent, délibéré, empreint d'une humanité bouleversante, qui semble lui coûter un effort immense, comme s'il devait traverser un océan invisible pour atteindre la rive voisine. Il tourne doucement son buste vers la droite, délaissant pour un instant la contemplation hypnotique du cercueil pour s'intéresser enfin aux vivants qui l'entourent. Dans ses yeux voilés par le chagrin et rougis par les larmes, brille soudainement une lueur nouvelle, une étincelle de vie. Ce n'est plus la détresse solitaire du veuf, c'est une bienveillance active, une envie impérieuse de partage qui dépasse soudain les conventions sociales et les vieilles rancœurs familiales. Sa main tannée par le soleil ardent du midi et tremblante, d'émotion quitte ses propres genoux pour venir se poser avec une délicatesse paternelle sur l'avant-bras de Nicolas couvert par le tissu sombre de son costume de deuil. Ce simple contact peau contre tissu possède la force brutale d'une décharge électrique traversant le silence de la nef. Il ne s'agit plus ici de protocole funéraire ou de devoir de représentation. Il s'agit d'un homme qui tend la main à un autre homme pour lui dire dans le langage universel de la compassion « Je sais que tu es là, je te vois, et je sais pertinemment que tu as mal toi aussi ». Nicolas, surpris par cette chaleur soudaine qui vient rompre son isolement glacé, tressaille visiblement et tourne la tête arrachée brutalement à ses pensées.
Il croise alors le regard de Bernard, et dans cet échange muet d'une intensité foudroyante, il n'y a plus aucun étranger sur ce banc. Les titres scandaleux des journaux, les polémiques incessantes, les distances géographiques, tout cela s'évapore instantanément. Il ne reste que deux êtres humains, deux survivants du naufrage qui se reconnaissent enfin dans la douleur commune qui les submerge. L'assemblée, témoin discret et fasciné de cette scène inattendue, ressent l'émotion palpable qui émane désormais du premier rang. Les murmures s'éteignent totalement, les éventails s'arrêtent de s'agiter figés par l'instant. C'est comme si soudainement les murs de pierre séculaire de l'église s'effaçaient pour laisser place à l'intimité brute d'une famille qui se retrouve au bord du précipice. Bernard ne retire pas sa main. Au contraire, il exerce une légère pression offrant un ancrage rassurant dans la tempête. Puis, bravant l'étiquette rigide qui voudrait que l'on reste figé face à l'autel, il se penche légèrement vers son voisin. Il réduit ainsi la distance physique qui les séparait depuis toujours, comblant cet espace vide où s'était accumulé tant de silence au fil des années. Il réduit la distance physique se penchant vers Nicolas avec une gravité solennelle, créant instantanément une sphère privée et impénétrable loin de l'agitation des caméras et de la foule. Le home porte en lui un fardeau qu'il doit absolument transmettre, un poids émotionnel devenu bien trop écrasant pour un seul cœur, un ultime secret qui brûle ses lèvres. Ce qu'il s'apprête à murmurer dépasse largement le cadre des condoléances protocolaires. C'est un véritable testament spirituel, un héritage invisible. C'est le sésame tant attendu, la pièce manquante capable de déverrouiller les lourdes portes blindées d'un passé familial tumultueux et douloureux. Nicolas se raidit tous ses sens en alerte, comprenant par instinct que les mots qui vont glisser dans le creux de son oreille constituent le véritable motif de sa présence ici, figeant le temps autour d'eux. Bernard entr'ouvre les lèvres, sa voix n'est plus qu'un filet d'air, un souffle rauque brisé par le chagrin dévastateur qui l'habite. Pourtant, pour Nicolas, ce timbre fragile couvre le vacarme assourdissant de l'orgue monumental et efface les chuchotements des prières collectives. Chaque syllabe pénètre directement son âme, frappant avec la précision chirurgicale d'une flèche trouvant enfin son but après une errance de plusieurs décennies. Nicolas amorce Bernard luttant contre les sanglots qui lui cernent la gorge, cherchant à garder une dignité vacillante. L'émotion le submerge visiblement, mais il insiste. « Il faut que tu saches toi la vérité. Il y a une chose qu'elle voulait impérativement que tu entendes avant de partir. » C'était sa volonté suprême la plus secrète, celle qui n'a jamais été consignée par un notaire ni vendue aux journalistes avides de scandale. Il marque une suspension lourde de sens, rassemblant son courage pour ne pas faillir, voulant être absolument certain de sa transmission. Il doit trouver la justesse parfaite, les termes exacts qui ne trahiront pas la pureté brute de cet instant décisif. « Tu sais », reprend-il lors de ses dernières nuits à la Madrague, quand le Mistral hurlait dehors et que le reste du monde semblait s'éteindre, quand la souffrance devenait insupportable et qu'elle commençait à dériver vers cet autre rivage où nous n'avions plus accès, elle se métamorphosait totalement. Elle ne parlait plus jamais de sa gloire passée, elle oubliait ses combats militants et même ses animaux chéris qui montaient la garde n'existaient plus pour elle. Elle revenait à l'unique essentiel, à la racine de tout. Elle ne parlait que de toi inlassablement. Nicolas bloque sa respiration, l'air ne passe plus. Ses doigts se referment violemment sur le tissu de son pantalon de costume, faisant blanchir ses jointures sous la pression. Il reste pétrifié, n'osant esquisser le moindre geste de peur de briser ce moment de grâce inespéré et terrifiant à la fois. Bernard poursuit avec une bienveillance infinie, plongeant son regard dans celui de Nicolas pour y graver cette vérité éternelle. Dans son demi-sommeil, elle t'appelait. Elle redevenait cette jeune fille effrayée que tu n'as pas connue dépouillée de son statut d'icône. Elle répétait en boucle: « Mon petit, où est mon petit? Est-ce qu'il va venir ?» Elle ne disait jamais « Nicolas Charrier », elle disait simplement « Mon fils ». Une panique maternelle la saisissait, cette terreur absolue, que tu ne sois pas là, que tu ne saches jamais à quel point tu comptais. Elle m'a fait jurer, en me broyant la main, de te dire qu'elle t'a attendu jusqu'au bout, jusqu'à l'ultime seconde, avant de s'éteindre le 28 décembre. Son cœur ne battait plus que pour toi. C'est ton visage et le tien seul qu'elle cherchait désespérément dans les ombres grandissantes de sa chambre.
Ce ne sont là que quelques phrases simples sans emphase littéraire, mais elles possèdent une force titanesque capable de renverser l'histoire. Elles traversent et pulvérisent des décennies de silence lourds, de malentendus toxiques et de déclarations blessantes jetées en pâture à la presse. Ces mots viennent enfin appliquer un baume curatif et définitif sur les plaies toujours vives de l'âme de Nicolas. Ce n'était pas la star mondiale inaccessible qui parlait dans ces instants de vérité nue, loin des projecteurs et des artifices. C'était simplement la maman, celle qui, face au grand départ, ne réclamait que sa création de chair et de sang. Bernard lui tend ce témoignage comme on offre une absolution divine, un pardon total et réciproque. Sans le dire explicitement, il lui hurle silencieusement « Tu n'as jamais été un oubli, tu n'étais pas une erreur de parcours !» Tu étais là omniprésent dans cette chambre avec nous, au centre absolu de ses pensées quand rien d'autre n'avait plus d'importance. C'est une révélation sacrée, un héritage émotionnel bien plus précieux et lourd de sens que toutes les propriétés de la Côte d'Azur ou les droits d'auteur. Brigitte Bardot a quitté ce monde en emportant le prénom de son fils sur ses lèvres comme un passeport unique pour l'au-delà. En confiant ce secret brûlant à Bernard, elle s'assurait que par-delà la mort, elle pourrait enfin enlacer son fils spirituellement. En recevant cette confession chuchotée au crépuscule d'une vie dans la pénombre de l'église, un barrage cède brutalement en Nicolas. Ce n'est pas une rupture douloureuse qui se produit, mais une libération salvatrice, une renaissance. C'est le bruit sourd d'une armure rouillée qui tombe pièce après pièce sur le sol froid de pierre. Pendant 60 ans, il a construit son existence autour d'un vide abyssal, d'une absence cruelle. Il s'était forgé une carapace d'indifférence pour survivre aux phrases assassines des journaux et à l'ombre écrasante du mythe Bardot. Il s'était résigné non sans douleur à endosser le rôle du fils mal-aimé, l'enfant sacrifié sur l'autel de la gloire. Mais les paroles de Bernard, vibrantes d'une sincérité absolue, viennent de faire voler cette réalité en éclats. Un séisme intérieur silencieux mais puissant secoue son être tout entier, réécrivant son histoire personnelle. L'image de la mère distante préférant ses animaux à sa progéniture se dissout pour révéler une vieille dame vulnérable face à la nuit ne réclamant que la main de son enfant. Le poison du doute, cette incertitude vorace qui lui rongeait les entrailles. Cette question lancinante, m'a-t-elle jamais porté dans son cœur, qui a hanté ses nuits depuis l'adolescence, trouve enfin son antidote absolu. La réponse ne vient pas sous la forme d'un murmure hésitant, mais comme une clameur silencieuse, un ultime cri d'amour lancé au seuil de l'éternité. Elle l'a espéré, elle a suspendu son envol pour lui. Dans le prétoire intime de sa conscience, là où il avait si souvent instruit le procès d'une mère absente, avec une sévérité implacable, le marteau du juge se fige. Il n'y a plus d'accusé, plus de coupable. Il ne reste qu'une femme faillible qui a fait de son mieux et qui, à l'heure du grand départ, a laissé la voix du sang dicter sa dernière volonté. La carapace se fissure enfin, les épaules de Nicolas, jusqu'alors verrouillées par une tension extrême, et la rigidité du protocole s'affaisse imperceptiblement, libérée d'un fardeau invisible pesant plusieurs tonnes. Il ferme les paupières, s'accordant pour la toute première fois le droit de baisser la garde et de lâcher prise. Une larme solitaire échappant à sa retenue habituelle glisse le long de sa joue pour aller se perdre dans l'étoffe sombre du col de sa chemise. Ce n'est pas l'eau du deuil, c'est l'élixir de la guérison, une larme qui possède la saveur douce de la paix retrouvée. Elle nettoie les vieilles rancœurs, elle apaise les colères froides. L'enfant blessé, dissimulé sous les traits de cet homme mûr de 66 ans, reçoit enfin l'étreinte maternelle qu'il n'attendait plus. À ses côtés, Bernard s'est replongé dans le recueillement, respectant avec une délicatesse exquise ce séisme émotionnel qui secoue son voisin. Il détourne le regard, offrant à Nicolas cet espace sanctuaire nécessaire pour intégrer cette nouvelle réalité bouleversante. Il a conscience de la portée de son acte, il sait qu'il vient en quelque sorte de lui offrir une seconde naissance. Nicolas ouvre à nouveau les yeux et le regard qu'il pose sur le cercueil noyé de mimosas a radicalement changé. Il ne voit plus la boîte de bois contenant la dépouille d'une icône planétaire. Il contemple simplement le dernier lit de sa mère. L'amertume n'a plus droit de cité ici, balayée par la révélation du veuf. Il se sent submergé par une gratitude immense, bien plus précieuse que n'importe quel héritage matériel, une fortune émotionnelle inestimable. La cicatrisation de son âme est totale, instantanée. Le gouffre béant qui l'habitait s'est comblé en une fraction de seconde. Il avait franchi le seuil de l'église en orphelin, tourmenté de questions. Il en ressortira en fils apaisé, armé de la conviction inébranlable d'avoir été, in fine,
l'être le plus précieux au monde pour Brigitte Bardot. La liturgie touche à son terme. Les ultimes vibrations du requiem s'élèvent vers les voûtes de pierre majestueuses, scellant la fin de cet adieu terrestre. Alors que le silence retombe, les immenses vantaux de l'église Notre-Dame de l'Assomption pivotent avec gravité. Ils laissent s'engouffrer un flot de lumière blanche crue et éclatante typique de ces journées d'hiver méditerranéens purifiées par les ondées. Cette clarté aveuglante sonne l'heure du départ, le retour vers le monde des vivants. Nicolas se dresse, mais l'homme qui s'apprête à escorter le cercueil vers le parvis s'est métamorphosé par rapport à celui qui s'était assis 1 heure plus tôt, le dos raidi par l'appréhension. Sa démarche autrefois hésitante s'est imprégnée d'une fluidité souveraine, d'une assurance tranquille. Il emboîte le pas à Bernard Dormal, et cette fois la proximité physique n'est plus une corvée protocolaire subie. C'est une fraternité de cœur, une alliance tacite scellée dans le secret de leur échange. Ils avancent de concert derrière le bois clair et les mimosas, 2 gardiens de la mémoire, qui l'espace d'un instant ont déposé les armes pour communier dans l'essentiel. Les mots sont devenus superflus. Le pacte est signé dans le marbre de l'instant. Bernard a accompli le miracle de rendre le fils à la mère et en retour Nicolas offre à Bernard le respect dû à celui qui a veillé la flamme jusqu'à son extinction. En franchissant le seuil caressé par la brise saline de Saint-Tropez, Nicolas ancre en lui une décision intérieure définitive et sereine. Il le sait avec une certitude absolue, il ne retournera pas à la madrague. Il ne tentera pas de forcer l'intimité de ses grilles mythiques. Il ne réclamera aucun trousseau de clés au notaire, il ne bataillera pas pour des meubles ou des souvenirs tangibles. Il abandonne sans regret la demeure légendaire aux ombres, aux échos de gloire passée et aux animaux qui en demeurent les véritables maîtres. La madrague était le sanctuaire de Brigitte Bardot, la star inaccessible. Elle n'a jamais été le foyer de sa maman. Il n'a nul besoin d'y pénétrer pour la retrouver. Son regard se perd vers l'horizon, là où l'azur du ciel se fond dans le bleu profond de la mer. Sa route est ailleurs, il repartira vers le nord, vers la neige purificatrice d'Oslo, vers ses propres enfants qui incarnent l'avenir de cette lignée. Pourtant, il ne s'en va pas les mains vides. Au contraire, il quitte ces lieux infiniment plus riches qu'à son arrivée. Il emporte un trésor que nulle administration fiscale ne pourra taxer et que l'érosion du temps ne pourra jamais altérer la vérité. Il détient désormais la preuve absolue d'avoir été aimé, d'avoir été espéré, d'avoir été l'ultime visage invoqué dans la nuit du 28 décembre. L'héritage de l'immense Brigitte Bardot pour son fils unique ne se chiffrera ni en millions d'euros, ni en droits d'auteur, ni en patrimoine immobilier. Tout tient dans ce chuchotement échangé sur un banc d'église, dans cette phrase d'une simplicité foudroyante « Elle t'attendait ». C'est le legs d'un amour tardif, certes imparfait, mais désormais éternel. Alors que le corbillard s'ébranle lentement sous les applaudissements respectueux d'une foule d'anonymes. Nicolas esquisse un sourire imperceptible, un sourire intérieur qui éclaire son âme. « Adieu, maman !» semble-t-il confier au vent marin. Dans cette ultime parole, la pesanteur des adieux déchirants s'est totalement évaporée. Il ne reste plus qu'une gratitude apaisée et sincère. Merci infiniment. Ce long conflit est désormais bel et bien terminé. Une sérénité profonde et inespérée a fini par envelopper le cœur du fils, lui offrant enfin la paix intérieure qu'il méritait tant.